Et nous sommes avec Carole Sabat. Bonsoir, vous êtes avocat et analyste politique. On comprend ce soir que tout l'enjeu pour le camp d'Emmanuel Macron est de conserver sa majorité à l'absolu à l'Assemblée nationale. C'est pour l'instant loin d'être acquis. Absolument, c'est loin d'être acquis et je pense que le paysage, c'est un paysage qui est effrité quand même d'un point de vue politique et c'est une première pour les législatives, je dirais. On a déjà vécu un peu cet effritement, je dirais, de la Ve République qui, il faut pas l'oublier, en fait, c'est un système qui a été en grande partie mis en place par le président de Gaulle, par Charles de Gaulle, pour avoir des grandes majorités, des majorités qui permettent au président roi de pouvoir gouverner. Or, c'est plus le cas depuis plusieurs, en fait, mandats depuis qu'on a eu en fait ce rapprochement entre le quinquennat et c'est-à-dire l'élection législative et l'élection présidentielle à travers le quinquennat. Donc on est dans une forme de crise institutionnelle. En plus de cela, ce qui est à mon avis la première victoire et revient à l'abstention et c'est vraiment un grand problème pour la démocratie en France parce qu'on voit très bien que dans une élection législative la progression de l'abstention est déjà un signe très négatif. Deuxièmement, en fait, les Français n'étaient pas mobilisés. Ce que dit en fait cette abstention. Le troisième élément, à mon avis, moi j'appelle ça un peu l'illusion du premier tour. C'est-à-dire que Mélenchon a besoin de faire cocorico pour dire en fait d'une certaine manière qu'il a réussi son pari et qu'il a obtenu finalement sa revanche, de sortie un peu pour lui, mais en fait il n'est pas vainqueur. Et Macron n'a pas été défait non plus. Je veux dire, la question de la majorité absolue, elle est là. En fait, à mon avis, le vrai problème, c'est la crise institutionnelle que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs années entre la coexistence, moi je dirais une sorte de cohabitation entre un système majoritaire, qui normalement, électoral majoritaire, qui normalement doit créer non pas des coalitions, comme c'est le cas pour NUP ou éventuellement pour Ensemble, mais un vrai parti majoritaire qui lui-même est la locomotive de tête, je dirais, comme c'était le cas, par exemple, pour le RPR dans le temps, comme c'était le cas pour le Parti socialiste, qui était vraiment la locomotive de tête, et les autres venaient dans le programme, en fait, qu'imposer, d'une certaine manière, un peu ce parti majoritaire. On va Or, on n'est continuer. plus dans cette... On va continuer à en parler, Carole Sabat. On va continuer à vous laisser commenter effectivement les résultats de cette soirée et également les différentes déclarations des candidats. On va se tourner vers Jean-Luc Mélenchon qui, lui, n'était pas candidat, mais qui appelle à la mobilisation pour le second tour. Il espère toujours être envoyé à Matignon en tant que Premier ministre. Écoutez-le. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. J'appelle notre peuple, au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune, j'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Et on va tout de suite retrouver Karim Yayaoui à Marseille au QG du candidat de la NUP, Emmanuel Bompard, qui a été qualifié pour le second tour et qui espère bien succéder à Jean-Luc Mélenchon qui, lui, ne se représentait pas. Karim, qu'est-ce que ça donne tout d'abord les résultats sur le plan local à Marseille ? Alors du côté de cette 4e circonscription de Marseille que Jean-Luc Mélenchon avait largement remportée en 2017 avec près de 60%, eh bien Manuel Bompard vire largement en tête. Mais à l'échelle du département, c'est le Rassemblement national qui, pour l'instant, est en tête de l'ensemble des résultats. Alors ici, l'abstention a été très importante, un petit peu plus importante que la moyenne nationale sur le département, largement plus importante sur la ville de Marseille. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, comme Manuel Bompard, ont appelé à déferler. Ils ont utilisé le même terme lors du second tour pour changer clairement le visage de la politique française, en soulignant, en tout cas le candidat de cette 4e circonscription l'a largement souligné, qu'il y avait la possibilité d'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. C'est clairement les mêmes éléments de langage qui ont été répétés. Jean-Luc Mélenchon qui a mis toutes ses forces dans la bataille jusqu'au dernier moment. Il était encore en train de faire campagne vendredi et il
il s'est exprimé un petit peu avant Emmanuel Bompard, qui a utilisé quasiment les mêmes mots que lui. Clairement, on a présenté cette journée, cette soirée comme un succès. Le test a été rempli. On a aussi souligné qu'il fallait se méfier des projections parce que du côté de l'Assemblée nationale, tout peut changer d'ici la semaine prochaine. Et clairement, c'est un appel à la mobilisation qui a été lancé à maintes reprises ce soir. Merci beaucoup Karim en direct de Marseille. Carole Sabat est toujours avec nous normalement, avocat et analyste. Je voulais vous poser une question justement concernant Jean-Luc Mélenchon qui espère devenir Premier ministre. Est-ce que selon vous, il peut encore, c'est techniquement possible, qu'il recueille les voix suffisantes pour devenir Premier ministre à l'issue du second tour la semaine prochaine ? Vous savez, Mélenchon, en fait, il a toujours eu, en fait, c'est un tribun, donc en fait, c'est un excellent, quelqu'un qui manie excellemment, en fait, le verbe politique. Et en plus, il a, en fait, une stratégie qui est celle, en fait, des extrêmes. À la fois, en fait, on le voit très bien du côté de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. C'est-à-dire la stratégie de la provocation. La stratégie qui est une forme de rupture, c'est-à-dire un peu une sorte de sortie, je dirais, du terrain qui est balisé. Et ce qu'il a dit au début de la campagne, élisez-moi en tant que Premier ministre, c'est un outrage à la Constitution de la Ve République. Parce que la Ve République, c'est le président roi qui décide, lui, qui il nomme. Même s'il y a une majorité qui est contre lui, le président peut nommer un autre Premier ministre que celui qui a, après, à ce Premier ministre, en fait, de se débrouiller pour obtenir, en fait, une coalition, une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que ce qui est en train de se réaliser, on est dans le cadre d'une recomposition politique qui est très importante et que le président Macron a réussi d'une certaine manière. Alors, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure en fait d'une illusion du premier tour. Aujourd'hui, les projections en siège, bien sûr, ça joue. Et dès le premier tour, Mélenchon le sait très bien, que les projections en siège, c'est la réalité. Parce qu'à partir, lorsqu'on passe du premier tour au deuxième tour, on procède par capitalisation, ce qui veut dire que mécaniquement, le président Macron et sa majorité a déjà, en fait, puisqu'il est entre 270 et 310 en projection de sièges, il est déjà mécaniquement à une majorité absolue qui se situe, si je me trompe, en fait, à 289. 280-289. Donc, en fait, mécaniquement, il l'est. Le président est assuré de cela. Par contre, moi, ce que je pense, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est quelque part dans une forme un peu de concubinage, dans une sorte de cohabitation entre un système majoritaire qui n'existe plus, en fait, dans la Ve République, ça, c'est la crise institutionnelle de la Ve, et un nouveau système un peu proportionnel qui est en train d'émerger de facto, d'une certaine manière, élection après élection, qui fait que les extrêmes, à la fois droite et gauche, sont en train de se faire représenter d'une manière ou d'une autre l'Assemblée nationale. Parce que quand vous voyez la NUP, en fait, c'est le machin, entre guillemets, je le mets, de Mélenchon, mais de Mélenchon en tant que, je dirais, de leader, en tant que tribun, mais ça n'a aucune possibilité de durer d'un point de vue politique, parce que c'est très composite cette union qui s'est faite en fait d'une manière très circonstancielle et très circonstanciée quelque part, avec des intérêts de certains qui étaient en grande partie des perdants, les écologistes, le Parti socialiste, les restes du Parti socialiste. Donc je pense que ça n'a pas de perspective politique, non plus du côté de l'extrême droite. Parce que même si aujourd'hui, en fait, Marine Le Pen obtiendra peut-être avec son parti 30 députés, et ça c'est dû à la crise institutionnelle de la Ve et à une forme de proportionnel qui est en train de pousser, mécaniquement, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent imposer quoi que ce soit comme politique. Je pense que le président Macron a réussi quelque part, indépendamment de ce qu'on voit ce soir et on entend sur les plateaux, une recomposition politique d'une forme de droite un peu qui peut s'ouvrir au centre droit et au centre gauche. Et donc, il est en train de rassembler un peu les morceaux de cet ensemble qui se présente un peu sous les lumières de cette alliance que vous avez décrite au début. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une belle sortie politique pour Mélenchon et c'est une belle sortie politique pour Marine Le Pen. Justement, vous parlez de Marine Le Pen. Son Rassemblement national est crédité de 18,9% des suffrages. Marine Le Pen elle-même est donnée largement en tête dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Elle a invité ce soir les électeurs à ne pas choisir en cas de duel au second tour entre la NUP et Ensemble. Je vous propose de l'écouter. Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre La République En Marche et la NUPES, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. À ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et ceux qui veulent vous priver de vos biens. La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD.
Et il y avait un autre résultat scruté de près ce soir dans la 4e circonscription du Var, cette fois où se présentait le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour. Il espérait sauver son honneur après l'échec de la présidentielle. Eh bien, il a été éliminé dès le premier tour. Écoutez-le. Reconquête fut aujourd'hui représentée par 550 candidats qui ont mené notre combat de tout leur cœur et de toute leur âme, avec la clarté de nos idées et la sincérité de nos intentions. Nous avons proposé l'union aux autres partis de droite, ils n'en ont pas voulu. La gauche a eu la voie libre et l'on voit ce soir le résultat. Je ne veux pas m'attarder sur ce point, mais je sais que les électeurs de droite s'en souviendront longtemps. Carole Sabat, vous êtes toujours avec nous. C'est un échec retentissant pour Éric Zemmour et son parti. Comment l'expliquer ? C'est une sortie de virage là aussi, parce que, encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure en fait de la stratégie de provocation de l'extrême gauche avec Mélenchon, la stratégie de provocation, on l'a vu très bien, par exemple avec Marine Le Pen, avec l'extrait que vous venez de mettre en parlant des destructeurs d'en haut et des destructeurs d'en bas. On est toujours dans la même logique. Et le polémiste, en fait, Éric Zemmour, c'était une sorte un peu de mirage, un peu du désert politique que nous sommes en train de traverser pendant cette période de recomposition politique. Et ça a été un peu, je dirais, un peu sur l'amuseur politique, un peu de l'élection présidentielle, parce que en fait, c'est une sorte de fusée qui est montée très haut, et elle est tombée tout de suite. Et donc aujourd'hui, cette élimination, ça fait partie de la recomposition politique. Parce qu'il ne faut pas se tromper. La France est un pays conservateur. Il a toujours été conservateur. Bien sûr, il y a eu des moments en fait où la gauche a pu avoir en fait des majorités importantes, mais c'était toujours suivi par une reprise en main en fait des partis conservateurs en France. Et à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, le président Macron a parfaitement compris ce momentum politique qui commençait à naître en 2016-2017, lorsqu'il a un peu théorisé cette théorie en marche entre deux, c'est-à-dire ni gauche ni droite, mais en essayant de trouver le vrai balancier, je dirais. Et le vrai balancier aujourd'hui est, à mon avis, à droite, plutôt à droite. Mais ce n'est pas la droite extrême. On est dans un monde qui est très complexe, géopolitique, on voit très bien avec la crise ukrainienne, avec la guerre qui se déroule sur le territoire européen. On est dans un monde qui est en train de subir des transformations géopolitiques, géostratégiques énormes, en fait, avec des révolutions culturelles et numériques. Et donc, la France n'a pas besoin d'improvisation politique. Même, on peut être macroniste comme on peut ne pas l'être. Moi, personnellement, je ne l'étais pas au début. Je ne le suis pas devenu pour le moment actuellement. Mais je trouve que le président Macron tient la route. Et là-dessus, assure une certaine stabilité, je dirais, de la situation politique. Et la France, à l'intérieur même de l'Europe, et l'Europe en a besoin, d'une vision politique européenne, et non pas atlantiste ou éventuellement pro-russe, mais une vision européenne. On va s'intéresser maintenant au score réalisé par les Républicains. Sylvain Rousseau s'est penché pour nous sur la question. Je vous propose de l'écouter. Les Républicains, selon les dernières projections, devraient réussir à sauver entre 50 et 80 sièges à l'Assemblée nationale. C'est finalement presque un moindre mal pour ce parti que l'on disait moribond après le score dramatique de Valérie Pécresse aux dernières élections présidentielles, moins de 5%. Désormais, les Républicains vont croiser les doigts pour que Emmanuel Macron et Ensemble n'aient pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, qu'ils doivent se contenter d'une majorité relative, ce qui obligerait le parti présidentiel à négocier avec les Républicains pour faire passer les lois devant l'hémicycle. Alors les deux mots d'ordre de cette soirée électorale, c'est d'abord de dire que contre toute attente, le parti n'est pas mort, et puis aucune voix pour les extrêmes, que ce soit la NUPES ou le Rassemblement national au second tour des élections législatives qui auront lieu dimanche prochain. La ligne directrice du parti sera fixée ce lundi au cours d'un bureau politique qui se tiendra dans leur quartier général juste derrière moi. Et avant de refermer cette page consacrée aux législatives, un mot de l'abstention qui a battu de nouveaux records pour un premier tour d'élection législative avec plus de 51,5% des Français qui ne sont pas allés voter. C'est même 52,3% selon nos chiffres. Pourtant, les différents partis engagés n'ont pas cessé d'envoyer des appels à la mobilisation. Carole Sabat, une dernière question rapidement. Pourquoi cette faible participation ? Je pense qu'on est toujours dans le cadre d'un désintérêt de la part des Français en fait par rapport à la politique. L'offre politique, elle est problématique depuis un certain temps et c'est ce que révèle l'abstention. C'est ce désenchantement de la politique qu'on est en train de vivre. Et là, moi, je pense que c'est la vraie menace en fait contre
sur la démocratie. Parce que l'abstention, en fait, qui progresse de cette manière-là, ça veut dire qu'on est dans une forme un peu de schizophrénie politique. On élit un président de la Ve République il y a 3 semaines, 4 semaines, et après, on ne va pas voter pour lui donner une majorité. Et je pense que là, il y a une forme de déni politique ou éventuellement une forme de schizophrénie politique. Et là, c'est vraiment le vrai problème de notre démocratie, c'est comment réenchanter la politique vraiment dans notre paysage politique en France. Eh bien, c'est sur cette question qu'on referme cette page législative. Merci beaucoup d'être intervenu et d'avoir commenté avec nous